je suis Jean-Laurent, je suis programmeur. Je fais deux activités aujourd'hui, je fais un truc qui s'appelle Code Story. Code Story, c'est un concours de code qui vient en général en septembre. C'est un concours de code. Un article en 2011 dans le New York Times, je crois. C'est un Wall Street Journal, voilà. Je vous ai mis la référence ici, dont le titre est Software is eating the world. Et en gros, en substance, dans cet article, il dit regardez, aujourd'hui, vous avez envie d'acheter un livre. Et en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent un livre, non pas chez des libraires, non pas chez des éditeurs de livres, mais chez des gens qui font du logiciel. Ils vont l'acheter chez Amazon. Amazon, c'est des gens qui font du logiciel au départ et qui n'ont absolument pas l'intention de produire, enfin non, ils produisent un peu de livres d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce n'est pas des gens qui sont de manière historique dans ce métier. Regardez, si vous voulez, moi j'ai des enfants, je les emmène voir le Pixar quasiment chaque année, de dessin animé. Ça. Et ce qui est surprenant dans cette boîte, c'est que Pixar, si vous regardez au départ, c'est pas du tout des gens qui font du contenu, c'est des gens qui écrivaient des logiciels pour faire des dessins animés. Vous prenez d'autres exemples, comme par exemple, vous faites du marketing aujourd'hui. Marketing aujourd'hui, la plus grosse plateforme de marketing aujourd'hui, c'est Google. Encore des gens qui font du logiciel. Et il prend comme ça un certain nombre d'exemples. C'était en 2011. Il prend l'exemple de Skype, par exemple, qui est le telco qui a le plus progressé dans les années 2010. Vous voulez faire du recrutement aujourd'hui. Donc vous pouvez passer par des agences traditionnelles. Vous pouvez aussi publier votre annonce sur LinkedIn. Encore une fois, des gens qui viennent, qui sont des pure players, qui viennent complètement du logiciel. Et il embraye là-dessus en disant que voilà, le logiciel est en train de devenir un peu partout, qui se retrouve un peu dans tous les sens, et c'est le fil conducteur de ce trois quarts d'heure qu'on va passer ensemble. Un talk maintenant en trois parties, d'accord, cette introduction est en fait. Un talk en trois parties, une partie où je vais vous parler de craftsmanship, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Après, je vais vous parler de programmeur, et puis on va finir par la culture. Je vais apprendre les thèmes qui sont ceux-là. Moi j'étudie ce mouvement-là depuis un petit moment. Pourquoi je vous en parle là? C'est parce que souvent les gens viennent me dire comment je fais pour avoir une super idée, une super bonne idée. Comment je fais pour faire en sorte que je trouve des super bons développeurs pour la réaliser. Je parle un peu de craftsmanship souvent. Les gens me disent mais pourquoi, comment je fais pour avoir ces gars? Je ne veux pas deux gars qui sortent de l'école et qui ont appris trois trucs qui vont. Voilà, je veux les super top. Et les gens disent, bah, c'est peut-être ces gars-là qui sont super top. D'accord? C'est pas complètement vrai, parce que Fartman, c'est pas forcément des super excellents développeurs. Des gens qui partagent beaucoup. On va voir pourquoi je vous en parle maintenant. Je vais vous donner une définition, on va aller plus loin. Toujours une petite joke aussi, hein. Vous le connaissez déjà un petit peu. Dieu merci, tout n'est pas comme ça tout n'est pas comme dans le logiciel. Si vous avez déjà fait un projet logiciel, au début on vous dit vous faites une tour Eiffel, un truc là. On vous dit en fait il faudrait que ça donne l'heure, mais t'as pas trop le temps. Hein. Il faudrait qu'il y ait des gens dedans, d'accord? Pose un immeuble, il faut qu'ils s'amusent aussi, d'accord? Et si vous avez fait un peu d'architecture, si vous avez fait un peu de logiciel pendant quelques années, vous regardez un projet logiciel qui a un peu d'âge, 2 ans, 1 an, 6 mois parfois, et vous allez vous retrouver avec ce genre d'amalgame un peu sur le temps. Et j'aime bien commencer mes talks sur le craftsmanship avec cette image-là. Le craftsmanship, c'est l'idée de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour faire en sorte qu'on en soit là, et peut-être que les craftsmen, c'est ceux qui arrivent à transmettre l'idée qu'il y a à faire qu'en fait, on n'est pas sur ce point. Donc dans le craftsmanship, je vais en parler très vite. C'est souvent annonce, software craftsmanship, si on traduit littéralement, c'est donc l'artisanat logiciel. Donc on est souvent véhiculé des images de qui travaillent des choses précises, donc j'ai repris des choses telles qu'elles doivent être. En substance, c'est souvent des gens qui sont très passionnés, qui étudient beaucoup leur métier, qui s'entraînent énormément et qui transmettent ça aux autres. Il y a vraiment une notion de partage, et le partage va dans les deux sens. Quand on explique, on apprend, et bien sûr, la façon dont les gens réagissent nous fait aussi un peu apprendre les choses. Il y a 3 points principaux dans ce mouvement software craftsmanship, et c'est ça dont je veux parler. Donc oui, c'est un mouvement, d'abord, c'est des gens qui revendiquent. C'est pas du tout, on ne fait pas du Scrum, du Kanban ou du software craftsmanship. On n'est pas du tout sur la même sphère, d'accord? On fait du software craftsmanship en plus de tout un tas d'autres choses. Surtout, c'est une démarche personnelle d'une personne.
Et j'aime beaucoup parler de ce slide-là précisément dans mes conférences, j'ai un kiff particulier à en parler. Si vous, aujourd'hui, si vous regardez ce que c'est que l'agilité, fondamentalement, tout ça, son berceau, ce sont des programmeurs en Android qui se sont dit il y a peut-être un moyen de réaliser des projets autrement. Ils sont partis de tout un tas de techniques personnelles, ils ont dû faire le tri un peu dans tout ça, et ils ont sorti l'agilité. En tout cas, l'agilité vient en grosse partie là. Et 20 ans plus tard, on se retrouve à avoir des gens qui nous parlent essentiellement de processus. Voilà. Dans une conférence comme celle-ci, par l'agilité, vous allez avoir une différence de taux qui vont vous parler purement d'agile, au sens organisationnel du terme, qui est beaucoup plus important que de comment on réalise le logiciel. Donc un des points du mouvement software partnership, je dirais c'est même le point essentiel, c'est de dire bah, cet équilibre-là, il a besoin d'être équilibré. Enfin, il doit y avoir un équilibre entre les deux. Non, il ne faut pas que de la technique au secours, pitié, pas. Non, surtout pas. Sinon on se retrouve à parler de big data et de super belles architectures que vous allez faire pour le livreur du coin qui a juste 200 livres. D'accord. Ça arrive tout le temps. Des gens qui vous parlent de big data, de données gigantesques, et en fait ils ne peuvent jamais l'appliquer parce que les produits qui sont, c'est juste de blanc. Donc voilà, un équilibre entre le processus et la technique. Le deuxième point qui me tient à cœur aussi, c'est le respect le fait que fondamentalement, c'est un peu en train de changer, et moi dans ma posture aujourd'hui, j'ai un peu plus de facilité à le faire, mais lorsque vous avez un programmeur, vous pouvez plus facilement lui dire « Allez, on lui demande » que lorsque c'est un gars qui fait un pont. Parce que bah, dans un cas comme dans l'autre, hein, il y a du danger. Hein. Si vous faites un logiciel, j'en sais rien, des trucs de pompe à insuline pour des hardware, ça peut mettre des gens en danger, mais en général, quand même, un logiciel, c'est comme un peu moins dangereux qu'un fond ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, le programmeur ou l'ingénieur de développement, on peut plus facilement prendre tout le temps de la main et lui dire vas-y, avance. Et puis je te l'ai dit. D'accord. Plus que le gars du pont de chaussée qui va vous dire non, je ne vais pas mettre moins de béton pour avancer, vous faites pareil avec les tests, non, je ne vais pas faire moins de tests. Le dernier point, alors ce point-là, il est très controversé. Même au sein même des gens qui parlent de partnership, il y a une notion de clientèle, à un moment donné, de respect d'ordre, etc. Moi, je dis clairement, vous êtes responsable de pouvoir programmer ce que vous faites, et donc c'est vous et personne d'autre pour vous dire que ça marche ou ça marche pas. Un dernier point, je ne peux pas faire toute la session là-dessus, c'est le mentoring, c'est culture des programmeurs. J'ai glissé 2-3 trucs geeks, vous allez avoir du star. Pourquoi je vous mets ce slide-là? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une notion fondamentale de mentoring et d'échange et d'entraînement dans le software craftsmanship. Il y a des gens qui participent à ces mouvements-là ou qui viennent de temps en temps. Le truc le plus connu qu'on fait, c'est le club retreat. Le club retreat, c'est une journée, peut-être le samedi, et ça commence à 8h30, et c'est forcément un samedi, et c'est forcément à 8h30. Et on fait 6 fois le même exercice, qui dure 1 heure à peu près, et au bout d'1 heure, on efface tout ce qu'on a fait en commence. Donc c'est juste pas pour vous dire que c'est un truc d'essai de souhait, juste pour le plaisir, hein, d'accord? C'est juste pour dire qu'en fait, dans cette notion, le fait d'essayer quelque chose, de recommencer de zéro à chaque fois, et de faire 6 fois la même chose, il y a une notion d'entraînement volontaire, un petit peu comme quand vous faites des pompes, vous faites de la course. Il y a cette notion d'entraînement qui est fondamentale. La deuxième notion, c'est la notion de mentoring, dans laquelle on échange, on trouve des gens que je veux suivre, des écoles de pensée, des écoles de programmation qu'on suit pendant quelques années, et ensuite on change pour en voir une autre. Et ça fait faire une certaine forme d'expérience au long d'une carrière. Vous les avez exprès à dessein toutes les notions qui tournent autour du software craftsmanship qui est lié aux vies de l'ancien temps, etc. Si vous avez envie de regarder dedans, allez-y. Moi je trouve que c'est plus temps de l'ajout pour s'en prendre une que de faire fondamentalement avancer. Donc c'est un état d'esprit. Le processus est aussi important que la technologie. Savoir dire non. Je vais recentrer ici les quelques éléments que je vais vous dire. On va passer à la suite. Mais avant tout, si vous essayez de recruter ces gars-là, déjà, il n'y en a pas tant que ça. 2, c'est pas forcément les leads. Il y en a plein d'autres qui font pas du software craftsmanship, qui sont très bons. Donc comment je fais pour avoir, quand j'ai ma belle idée, comment je fais pour avoir soit des gens qui adhèrent là-dedans, soit des gens qui ont compris ça ou qui font quelque chose de similaire, qui adhèrent pas forcément beaucoup. Eh bien, il y a plein de façons de faire. D'accord. La première façon classique que tout le monde fait, c'est on externalise. J'ai mon métier, c'est mon business. D'accord.
peux vous replacer à partir de ce que je vous dis au tout début. Je suis un telco, ou je suis un libraire, ou je suis quelqu'un qui fait des films. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à d'autres de faire mon logiciel. C'est la première solution. Soit vous les recrutez, d'accord? Vous pouvez recruter aussi des gens bien riches. Aussi les recruter. Sauf que si vous ne les connaissez pas et que vous n'avez jamais été avec des bons, parce que vous ne savez pas comment refiler des programmeurs, c'est pas facile. Aux États-Unis, c'est le délire là-dessus. Vous avez vu les offres d'emploi qu'il y a sur les startups américaines, les entreprises qui recrutent des développeurs, mais ça devient fou. Venez chez nous, amenez vos lance-fléchettes, il y aura des bières à gogo et vous pouvez partir à 4 heures, on vous paye la sécu et puis c'est un peu franc, je sais pas si vous avez vu dans les news récemment, il y a carrément des gens qui protestent contre les gens qui travaillent pour Google ou quoi que ce soit parce qu'ils sont tellement avantagés dans leur travail, ils gagnent des salaires tellement indécents que ça en fait presque râler à la population. On n'en est pas là en France, je vous rassure. Complètement là. Et le dernier point sur lequel je vais vous faire réfléchir, c'est que en fait, déjà, les recruter, c'est pas facile, il faut que les gens soient disponibles au moment où vous vouliez. Externaliser, moi je pense que c'est un échec flagrant et Marc Andreessen vous dit réfléchissez quand même. Tous ceux qui ont externalisé du logiciel, qui sont en train de se faire de la même pion par ceux qui ont fait que du logiciel et qui rentrent dans votre métier, donc regardez un peu comment ça se passe. Et le dernier point que j'ai envie de vous dire, moi c'est l'autre point, c'est ce sur quoi on va parler maintenant, c'est finalement les développeurs, les bons programmeurs, peut-être que vous avez déjà, donc simplement il faut les faire grandir au sein de votre entreprise, pas qu'ils s'en aillent au bout de 6 mois. Et comment je fais en fait pour faire en sorte que le vivier de programmeurs que j'ai aujourd'hui chez moi dans les équipes, ce soit lui qui grandisse et qui devienne. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer. On parle de programmeurs, mais pourquoi programmeurs? D'ailleurs, souvent, j'étais à une conférence il n'y a pas très longtemps, on m'a donné des stickers. Ces stickers, c'était « Je suis développeur ». D'ailleurs, si vous regardez sur la plupart des emplois, on cherche des développeurs, on ne cherche pas tant de programmeurs que nous. Et moi, j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que je vais faire ce truc-là à dessin, parlons des choses qui fâchent, quoi. D'accord? Programmeur, c'est un mec qui programme. Il développe aussi, effectivement, mais quand vous dites en société, oui, je suis développeur, il y a une petite forme de flou exprès que vous mettez vous-même dans le fait de la façon dont vous vous présentez. On n'a pas complètement envie de dire qu'on est programmeur, quoi, mais qu'il y a un certain lieu. On a envie de dire que voilà, on développe des machins. Ça fait un peu plus. Et dans une soirée mondiale, je m'ennuie un petit peu, et je trouve quelqu'un qui me dit oui, je suis dans le développement. Alors, je n'étais pas mentionné, donc je m'approche, je dis oui, c'est dans le développement aussi, dans le développement durable. Et c'est quasiment les seules fois où je croise des gens qui peuvent parler de ça. Le programmeur, parlons de programmeur, n'ayons pas peur de notre métier, on fait ce qu'on fait. Si vous regardez la définition d'un programmeur, c'est assez rigolo. C'est un mec qui écrit du logiciel et qui le cru. Vous avez vu ça? C'est dingue. Il fait aussi des tests. C'est ouf. J'aurais jamais cru ça. Ça, c'est la vraie définition qu'il y a dans Wikipédia. Je ne vais pas tricher le truc. Non, je n'ai pas écrit l'article de Wikipédia comme on a déjà dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vais vous parler après. Un programmeur, je pense, et peut-être justement c'est pas le développeur, c'est celui qui fait peut-être un peu plus que juste pondre du logiciel. Il pond du logiciel peut-être voilà, en prenant en compte tous les aspects du métier. Bon, ok. Donc, en fait, on sait, parce que comme vous êtes là dans une conférence AJ, on sait déjà tous un peu ce que c'est qu'un programmeur. Moi, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je vais surtout vous parler de la façon dont le programmeur est vu à l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un programme informatique. Je pense que les programmeurs, c'est ceux qui réparent les imprimantes. Voilà ce que je crois, voilà ce que je vois, en tout cas une vision que peuvent avoir des gens d'un programme. Un truc magique qui se passe. Quand la machine est l'homme, il y a des zéros et des 1 qui fluctuent. Et il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, si vous êtes programmeur, vous savez, vous savez tous que vous raisonnez en binaire avec votre machine. D'accord? Vous passez du 0 et 1. En fait, c'est vraiment la machine qui fait cette opération-là. Vous réfléchissez, alors pas en pensée, mais aussi surtout en langage de vie. Donc déjà, c'est un peu une hérésie, mais c'est que le fait d'avoir mis des 0 et des 1, ça montre un truc, ça montre l'inaccessibilité de cet échange qu'il y a. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne savent pas ce que c'est que programmer. Pour eux, programmer, c'est un truc magique. Tu es capable de faire un truc avec leur vie. Et créer carrément un logiciel, ça paraît fou, quoi. Les gens, ils ont des logiciels qui sont dans leur machine, et c'est tout. Il n'y a pas de. Voilà. Et vous, en fait, vous les faites. Alors, comment rien
installer l'imprimante, comment ça marche, d'accord? C'est ça que je veux dire. Voilà, j'aime bien aussi raconter murmure à l'oreille des ordinateurs. Et moi j'avais cette image-là en sortant de l'école, mon école d'ingé, et du coup je m'étais dit, bon bah, voilà, j'avais vraiment ça en tête. Et je me dis, je vais me faire un plan de carrière dans le béton. Un plan de carrière que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Je commence programmeur, d'accord, et puis après je deviens chef de projet parce que déjà on gagne plus de sous, d'accord. Deux, chef c'est bien parce qu'on devient chef, comme dans les structures. C'est mieux être chef que chef. Et après il y a aussi autre chose, c'est que mon école m'a dit qu'il fallait être chef. Tout le monde me poussait, mes parents, la culture, ça me poussait. Donc après, chef c'est bien, mais quand même j'ai bien compris qu'il y avait des degrés, hein, mais pas, donc je vais faire plus que chef, ou que chef de chef par exemple. Après chef du monde, je l'ai mis là, mais en fait chef du monde, c'est de dire, assez tôt j'ai compris que la meilleure entreprise qui puisse m'accueillir, c'est celle que peut-être que je peux créer moi-même. Et donc du coup, je pourrais créer ma propre entreprise, et comme je crois en ma belle étoile, forcément, elle sera super forte, et donc je serai, voilà, tiré d'affaires, 35 ans retraite. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans un truc, j'ai 40 ans, je suis encore là à vous parler, donc le plan a un peu raté. J'ai un peu dévoilé tout à l'heure, pardon. Mais fondamentalement, je croyais à ça. Je croyais à ça aussi. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, mon beau-frère est parti, qui a une dizaine d'années plus que moi, est parti dans la Californie très tôt. Il est tombé dans une petite boîte, ça s'appelait Microsoft à l'époque, il ne savait pas trop ce que c'était. Et il y est resté très longtemps. Et donc lui, à 35 ans, il a eu besoin de travailler. Sérieusement. Donc j'avais ça autour de moi, d'accord? Je faisais des études d'informatique. Bon, j'avais loupé un truc, c'est que j'étais en France, pas aux États-Unis, mais... Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça quelques années, d'accord? J'ai essayé de faire... J'ai fait mon programme pendant quelques temps, assez rapidement j'étais responsable d'équipe de dev, après j'étais chef, après j'étais manager, etc. Et assez rapidement, je me suis personnellement, très ennuyé. D'accord? Je me suis retrouvé à manipuler des choses abstraites, faire des rapports, être au milieu de la chaîne finalement entre des gens qui me disaient ce qu'il fallait faire, j'avais très envie d'aller faire des trucs, mais je ne pouvais pas parce que j'avais d'autres choses à faire. Puis il fallait que je manage des gens aussi. Hein. Donc, je suis arrivé 6 mois avant Robert, il gagne 500 € de plus que moi, c'est un scandaleux, j'ai quitté l'entreprise de tout ça. Comment je fais ça, je ne sais pas. Voilà, ce genre de choses. Ou tu ne peux pas mettre fin à ma mission parce que je suis en train d'acheter une maison, c'est pas possible. Comment dire? Voilà, des défis compliqués à gérer, hein, je ne sais pas qu'il faut le faire. Voilà. Et donc je suis revenu à la case programmeur en me disant cette voie sociale classique de management n'est pas pour moi, me saoule. Donc je vais, peut-être il y a forcément une façon scientifique, technique de réussir sa vie. Et donc je vais trouver un autre moyen. Il y a des gens qui c'est très bien, je respecte ça, c'est juste pas fait pour moi. Et donc je me suis dit je vais faire architecte. Parce qu'architecte, c'est l'autre voie technique pour avancer. Et en tant qu'architecte, je vais rester dans un domaine technique, mais quand même, je ne serai pas juste développeur de programmeur. Donc, je fais ça pendant quelques temps. Et au début, j'étais très content. Parce qu'architecte, c'est super. Donc, en fait, on est dans la technique, on travaille avec les gens, on donne des instructions, et surtout, les gens sont contents. Parce que vous leur dites, bah, moi, j'ai fait ça avant, ça a super bien marché, j'ai l'impression que tu es dans le même cas, ça casse tout ce que tu dis. Au début, c'est bon. On fait un peu moins de tech, hein, quand même, on est plus à faire du PowerPoint, mais quand même, on reste dans un environnement qui est plutôt présent. J'ai fait ça quelques temps, et puis après je suis tombé sur des gars qui ont commencé à me dire oui, enfin, mon truc, voilà, c'est comme ça il y a 2 ans, maintenant il faut se mettre. Et puis de plus en plus. Et en fait, ma force et mon expérience et mon esprit de terrain, au fil du temps où j'étais architecte, bah, ça m'humanise. Et en fait, comme je redépasse mon terrain, parce que je continue à aider des gens, j'ai aidé des gens avec une photo de la façon dont on faisait de l'informatique, au moment où je m'étais arrêté pour moi. Et donc, à un moment donné, j'étais moins bon, quoi. Les gens, ils avaient moins envie de travailler avec moi, et surtout, ils subissaient mon intervention plus qu'autre chose. Et moi, j'étais dans mon droit, j'étais architecte, j'étais chef un peu, quand même. J'assénais, mais... Donc, j'ai fait ça quelques temps, et je suis revenu à la case de départ, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je le vis super bien, hein, je n'ai aucun problème avec ça. En fait, on peut arriver, voilà, en faisant ce chemin de carrière, alors un peu raté, hein, parce que voilà. Mais en tout cas raté par rapport au plan que j'avais fait en sortant d'école, et si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais peut-être fait une autre carrière. Et voilà, je suis revenu à cette case-là. C'est-à-dire? Pardon? Ah ben je sais pas.
peut-être faire programmeur plus tôt, etc. Aujourd'hui, je suis freelance, j'ai créé 2 entreprises et j'en suis, voilà, parce que je vis très bien, et financièrement et socialement. Après, je me suis dit, comment je peux motiver les gens quand je dis études de développement, comment je peux faire pour les motiver? D'accord. La première motivation que vous pouvez trouver pour motiver les gens, c'est l'argent. Donc j'ai regardé l'argent. J'ai toujours oublié de mettre la référence, à chaque fois que je le dis, je le fais toujours pas, et il faut que je retrouve la référence de ce truc-là. C'est pas forcément hyper exact. D'accord, mais voilà, ça doit nous vendre. C'est le salaire moyen en France des gens. D'accord, le salaire global, il est par là. Le salaire d'un cadre, c'est là. Le salaire d'un programmeur, c'est là. En gros, ils sont déjà motivés par là. Autrement dit, les gens qui sont dans votre équipe gagnent déjà pas mal. D'accord. Et soit ils se motivent tout seuls, soit si avec l'argent, vous allez pas pouvoir les motiver beaucoup plus, parce que déjà globalement, juste le matin, en 3 heures dans la journée, on y va 2 fois dans l'année. C'est de l'argent raisonnable. Pourquoi faire plus? Surtout que dans notre partie, on voit ce genre de choses. D'accord. Ça a été pris dans une école d'ingénieur à Paris. Excuse-moi. Je pense qu'il faut vraiment que je retrouve ta source. Oui, je peux le retrouver. C'était un job. L'image que tu nous montres, là, moi je. C'est un job board. Le fait de dire que le programmeur, il gagne la moyenne des programmeurs, la moyenne des cadres, je ne sais pas ce que c'est que la moyenne des cadres, mais tu vois. On voit presque. L'autre point, c'est ce point-là, c'est-à-dire, ça c'est une photo qui a été faite dans une école d'ingénieur, où on te dit, fini la récré, alors je ne parle pas de l'orthographe, devient chef de projet. D'accord. Et là, on a un bébé qui joue à un enfant. C'est vraiment ça qu'il essaie de véhiculer. Là. On essaie de tuer le programmeur dans l'âme en disant c'est bon, tu as fini de jouer avec tout, tu viens faire des trucs globales, tu vas d'accord, bien gérer les problèmes. Et donc ça fait quoi? Ça fait qu'il y a plein de gens qui commencent cette carrière, qui comme moi ont été assénés, brodés à coups de socialement, machin, et du coup, s'en vont vers faire autre chose. Et donc on se retrouve, quand on a des programmeurs, à plein de jeunes. J'ai commencé un projet il y a 2 jours. On est 4 programmeurs. Le plus jeune a 12 années d'expérience. Je vous dire que le projet il est pas depuis avant. Okay. Vous vous retrouvez avec un mec qui a 15 ans d'expérience et 30 mecs qui en ont un. Vous voyez où est-ce qu'on est parti. Il y a des gens qui vendent ça aujourd'hui, d'accord, qui sont super fiers. Donc on a un problème de génie fondamental. Faut que j'avance. Je suis plus perdu dans le temps. Recrutement, c'est un truc qui est génial. J'ai recruté plein de développeurs, plein de programmeurs dans les différentes sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Mais en général, les équipes de recrutement, moi-même j'ai été recruté comme ça. Ça se passe comme ça. Salut, bonjour, j'ai vu ton CV. Tu fais un peu de Java? Oui, combien de temps? 5 ans, d'accord. Tu as fait un peu d'Hibernate? Oui. Cadre de deuxième niveau? Ah oui, on va super, on les fait en rapide. On a un peu d'entourage autour de tout ça. Et en gros, ça se passe comme ça. Quand je recrute un programmeur, moi, par exemple, je lui fais coder ça. Qui sait ce que ça fait? Tu peux faire c'est un tri. Un tri entier, un tableau entier. J'ai des nombres, je les mets dans l'ordre. Ouais, c'est un fait. Je ne demande pas forcément aux gens de faire un prévu, je leur file un tableau et je leur demande de le trier. Je leur demande de le trier avec une feuille de papier, sans ordi, tout ça, on discute, il y a tout un décor autour, mais. Voilà. Et bien, vous ne croyez pas, un tri à bulles, un tri d'entier, ou une autre forme de tri, n'importe quel celui qui veut. Et, je sais pas, il y a plus de la moitié des gens qui échouent. D'accord, on va faire ça. Et là, vous dites, bon, quand même, alors, les excuses, c'est oui, maintenant j'ai une bibliothèque qui fait des tris pour moi. Tu vas résoudre un problème important en informatique, tu n'es pas foutu de trier un tableau entier en forcément dans l'autre. Il y a un problème fondamental. Donc, si vous recrutez des gens, faites les programmer, et là, c'est là que vous éliminez pas mal de monde. Et même une fois, j'ai eu une commerciale qui s'est répondre à la classe du gars. Non, mais c'était logique. Bref, on a un niveau qui est moyen, on a donc beaucoup de bugs. Des projets qui sont pas très bien, on a une question sur l'argent qu'il faut traiter et qui peut être vrai, peut-être que moi je pourrais revenir pas autant, mais en tout cas il gagne quand même plutôt pas mal, même si c'est pas forcément la moyenne. On a quand même un problème fondamental, c'est que c'est quand même des projets en général ça marche moyen. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà fait des projets, mais rarement c'est en avance. Rarement ça fait tout ce que vous avez demandé. En général ça coûte forcément plus cher. Donc il y a quand même un truc quelque part qui fait que voilà, ça déconne. Donc voilà ma vision sur les problèmes. On parle de culture, et culture c'est au sens sociologique des choses. Je me permets de faire un petit avec un modèle qui prend des peintures, je sais pas quoi.
La culture, c'est au sens sociologique du terme, c'est-à-dire, pas la sens culture, exactement celui-là, c'est un pied de nez. C'est au sens les choses qui lient les gens entre eux. Dans une culture, les gens ont des façons de faire, de procéder, de se saluer, de se comporter, de déjeuner, etc. Et c'est ça, le groupe. Et pourquoi c'est intéressant, et pourquoi c'est le principal du talk, c'est que si j'analyse la culture des programmeurs, que ce qui fait que je les lis entre eux, c'est la façon dont s'ils sont peu en groupe, ces gens-là, comment ils se comportent, ben peut-être que si je comprends bien ça, je peux peut-être mieux comprendre comment ils fonctionnent dans mon entreprise et faire en sorte que si j'adapte un petit peu ma structure, ils se sentent bien. Ça, je dis souvent un peu ici comme ça. La culture, c'est des choses qu'on fait sans savoir, le reste, c'est du process. On va réfléchir quand de toute façon, je peux vous mettre un process aux équipes. Avec Ingvar, c'est le monsieur qui a démocratisé Scrum en Europe de manière assez forte. Il y a un point génial, si vous avez entendu parler des MOOC, une Massive Online Course, les gens sont là, ah génial, je peux aller sur internet et apprendre n'importe quoi. D'accord, c'est des cours, pardon, ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ce sont des cours, c'est gratuit. D'accord, et là vous pouvez prendre un cours de chimie générale de l'université de Pékin. Enfin, c'est beaucoup en anglais aujourd'hui, mais en France ça a commencé là, il y a quelques mois à Lucie. Des cours de biostatistique, enfin voilà, vous cherchez votre thème, vous allez trouver. Les gens s'extasient là-dessus. Le programmeur, lui, ça fait longtemps qu'il a compris qu'il fallait qu'il se forme. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu les MOOC pour apprendre des trucs. Il lit des bouquins, il apprend des nouvelles technos, et il sait très bien que c'est pas juste avec son bagage sorti d'école qu'il va pouvoir faire toute sa carrière. S'il fait ça, il va rester très rapidement dans la machine. Donc ça, c'est une différence par exemple de la culture. Un programmeur, il sait qu'il va falloir qu'il apprenne toute sa carrière. Et il sait qu'il a besoin de ces outils. Tant mieux si le reste du monde découvre ça, et tant mieux que ça s'adapte à tout le monde, et que les gens réalisent à travers le monde, non pas que c'est des cours gratuits, c'est pas le sujet du tout. Le sujet, c'est de pouvoir changer et d'apprendre par soi-même en permanence. Et ça donne aussi un petit coup dans l'école, un truc un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer directement dans Coursera, mais j'en ai discuté avec des gens qui les connaissaient bien, et ils m'ont dit un peu rigolo, il y a à peu près 25-30% des gens qui utilisent ce site-là qui ont moins de 18 ans. Je ne raconte pas les monstros qui vont arriver bientôt sur le marché, d'accord, ils ont suivi les cours de chimie générale. Un programmeur, c'est ça aussi. Il est frustré. Il est frustré pourquoi? En fait, quand on fait un programme, la première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois non plus. La troisième non plus. Et à un moment donné, dans la bataille entre l'homme et la machine, il y a un truc qui marche. C'est pas complètement comme on voulait au début. Et donc, on a une boucle comme ça d'échecs à répétition. Donc en fait, quand vous êtes face à un programmeur en face de son ordinateur, il est en phase d'échec quasiment permanente. Et à un moment donné, hurrah, ça valait le coup, ça marche. Ça ne tombe pas en marche par hasard, en fait, il y a un vrai cheminement qui est fait. Mais il y a une série d'échecs. Il y a eu des études qui ont montré. Il y a quelqu'un qui a fait un article sur le fait que ça avait peut-être même un biais psychologique sur les programmeurs. Comme ils étaient en permanence face à des échecs, peut-être qu'à un moment donné, ils avaient leur façon psychologique de se comporter socialement qui était comme ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut le savoir, ça. D'accord ? Donc quand vous rentrez dans la salle, alors qu'ils sont tous là, et que ça fait 2 heures qu'ils battent pour un machin qui ne sont toujours pas arrivés, et que vous leur demandez si vous pouvez prendre du café avec eux, ou si on peut changer les plaquettes ou je sais pas quoi, et bien eux, ils sont dans ce truc où ils se sont battus, ils sont presque près du but, en tout cas ils s'en sont persuadés, mais c'est pas possible ou pas. Et donc voilà. Presque près du but, pardon ? Presque près du but, près du but. Du but, d'accord. Non, c'était pas méchant. C'est moi qui ai oublié. Et donc voilà, il y a ce biais-là, et il faut le savoir. Il y a aussi autre chose, et j'en profite pour glisser, c'est une technique que j'aime bien, c'est que si vous voulez avoir des succès en permanence lorsque vous programmez petit à petit, si vous faites des tests, à chaque fois vous avez un test qui échoue, un test qui passe, un test qui échoue, un test qui passe, un test qui échoue, un test qui passe, vous avez un peu plus de forme de gratification. Et je crois, à force de dire ça, que c'est vraiment pour ça que je fais du TDD moi-même. Voilà. Un autre point, c'est ça. Vous connaissez Joel Tess. Joel Tess, c'est Joel Spolsky. Joel Spolsky, c'est un de mes mentors, moi, personnel. J'ai lu la plupart de ses livres. Il a écrit ça il y a quelques années. Ce sont les 12 questions qu'il faut se poser lorsque vous rentrez dans une entreprise, ou ce sont les 12 questions en tant qu'entreprise que vous devez vous poser quand vous recrutez des gens. C'est plus comme ça que j'ai envie que vous voyez aujourd'hui. On va pas rentrer dans le détail de ça. Si vous regardez, vous connaissez Stack Overflow. Voilà. Stack Overflow, c'est Joel Spolsky en partie.
Et il y a Stack Overflow, c'est un système de questions-réponses. On peut poser des questions d'informatique et y répondre, d'ailleurs ça s'ouvre à plus que l'informatique maintenant. Et notamment, il y a un truc qui s'appelle Careers, je crois, Stack Overflow, qui est un système de recrutement pour les gens techniques. Et quand vous postez une annonce, on vous demande de répondre à ces questions. Mais dans Raisonnable, il y a même, d'accord. Moi, par exemple, j'étais dans une entreprise l'autre jour, il y avait ça. C'est pas comme chez vous. D'accord. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas une entreprise, c'est des photos de l'école 42 à Paris. Mais j'avais envie de prendre celle-là parce que déjà, c'était celle que j'ai trouvée, j'ai eu du mal à trouver une entreprise dans laquelle j'avais du super beau. Donc ils ont des super chaises, d'accord. Quand vous avez 40 ans comme moi, vous avez passé votre vie assis, c'est sympa d'avoir des chaises bien plutôt que la première prix chez le grossiste du coin de l'eau. On a des belles gros écrans, là c'est du 27. On peut avoir 2 écrans, d'accord. On peut avoir des tables ici, alors je ne sais pas si c'est celle-là, si ça doit être celle-là. C'est des tables en fait, dans lesquelles vous pouvez travailler debout. Vous pouvez travailler debout une partie de la journée, vous pouvez rabaisser, vous rasseyer. Donc vous n'êtes pas tout le temps dans la même position, c'est des choses qui sont très bien pour le corps. Et potentiellement, voilà. Enfin, moi je ne sais pas, mais des entreprises comme ça, on n'en ai quasiment jamais vu. D'accord. Et alors, il y a un autre article de l'entreprise de Jonas Koski qui a regardé que ça coûtait environ entre 3 000 et 5 000 euros le poste de développeur. 3 000 à 5 000 euros le poste de développeur. Celui-là celui-là, pas celui-là en particulier, mais en général, tu regardes, enfin je vous l'ai mis là, je te le donne tout à l'heure. Il y a très précisément la machine, la souris, le clavier, la chaise, le bureau, etc. Je ne parle pas de l'espace de location du bureau, parce que dans tous les cas c'est un peu le même. Il n'y a pas souvent de problème de place, c'est plutôt un problème de matériel. Moi, par exemple, je suis dans une entreprise il n'y a pas très longtemps, on m'a donné exactement le même matos que la fille qui faisait l'accueil en bas. Je suis censé faire les programmes de cette entreprise, d'accord, et on me file la même machine que la nana qui fait l'accueil. Et d'ailleurs, c'est une honte pour la nana qui fait l'accueil. Parce que pourquoi elle a une machine comme ça, avec un écran, de souris, un clavier, alors qu'elle devra avoir un truc peut-être un peu plus adapté à son réseau. Mais moi-même, d'accord, on me file des éléments sur lesquels je dois travailler. Par exemple, j'ai essayé d'installer une base de données. Mon Dieu, je n'avais pas le droit. Par contre, je suis programmeur pour cette entreprise et on m'interdit, pour des questions de coût d'échelle, d'installer des logiciels. J'en sais probablement plus que le mec qui s'occupe des machines. Mais non, on m'a décidé que c'était pas comme ça. Donc ça, c'est un point qui est rédhibitoire si vous cherchez à garder vos programmeurs chez vous. Adaptez-vous à ça. Un autre point, c'est qu'on a besoin d'Internet aujourd'hui pour travailler. Donc si vous installez, si vous essayez de télécharger, moi j'ai essayé de télécharger Node.js, on m'a dit voilà. Alors, ils ont été gentils, ils ont mis potentiellement. On va dire, mais peut-être que c'est un logiciel que vous ne voulez pas. Déjà, si c'est moi qui cliquais, là. Et puis, si j'en ai besoin, et alors, moi, je sais pas, le support IT aurait cliqué et télécharger un peu. Donc, moi, dans ma boîte précédente, j'ai créé une toute petite structure dans laquelle on avait des bureaux, on avait des internet pouces, on avait 2 claviers par personne, et on avait une bande internet dédiée, spéciale, donc direct sur internet, pas de proxy, pas de firewall, pas de je sais pas quoi, pas de truc d'instruction, n'importe quoi, d'accord, pour pouvoir faire des projets informatiques. Ça a super bien marché, hein, ça continue de fonctionner sans moi. Mais voilà, c'est juste pour dire que finalement le coût il n'est pas délirant. Si vous regardez 3 000 à 5 000 euros à l'échelle d'une personne dans une entreprise sur plusieurs années, projetez-vous sur plus que 6 mois. Enfin, ça et là, il faut déduire de ça le coût classique de l'informatique traditionnelle, d'accord, plutôt que de donner les ordinateurs de base, de donner ça. Mais je l'ai mis dans de grosses entreprises, ça a commencé à fonctionner. Oui. Il y a vraiment des petits trucs rigolos qu'on a fait il y a quelques années. Il y avait une petite app qui calculait combien de temps t'attendais que ton programme compile avec un truc tout pourri. Et au bout de combien de jours tu pouvais, avec l'argent perdu, tu pouvais faire acheter une bonne machine à ton développeur. Et c'était genre même pas un droit. C'est ultimement geek de faire comme ça et je pense que c'est pas. Ça c'est mon héros, c'est William Azuki. William Azuki c'est un avocat. Alors, il y a eu des activités, des nouvelles sur le monde récemment qui ont fait que je vais vous dire un petit peu de bémol, mais quand même, je vous raconte mon histoire. William Azuki c'est un avocat plutôt dans le pavé. On lui a demandé de traiter le problème entre Google et Oracle qui se bagarraient sur un bout de code. Oracle a racheté Sun ayant fait le langage Java, et Google a sorti pour Android une forme de Java. On va rentrer en détail. Il se trouve que si on regarde le source code des deux, les gens d'Oracle sont allés voir le code source
donc le programme qui a fait le logiciel de Google, et il leur dit c'est la même chose que chez nous, ça. Vous avez volé notre propriété intellectuelle. Procès. Ce gars-là est le juge qui est censé prendre la décision. D'accord? Donc il y a tous les avocats qui arrivent. Oui, comment notre propriété intellectuelle voler par tes sacrifices? Non, pas du tout. Vous voyez du côté, son costard. Et William Magic, il a dit mais de quoi on parle de ça. Ça s'appelle range check. Alors je ne vais pas vous faire en détail, mais en gros, qu'est-ce que ça fait range check? C'est une petite fonction qui est au fin fond du logiciel. Et en gros, ce que ça fait, ça prend une longueur de tableau, 10, 20, 30, en fonction de combien d'éléments, un index à partir de laquelle on veut faire quelque chose dedans, et un index à partir de laquelle on veut faire quelque chose. Alors, typiquement, quand on veut insérer un élément, on dit je veux l'insérer entre le 3e et le 5e, ou quand on veut couper des morceaux, voilà. C'est une fonction qui sert à rien. Et en gros, cette fonction, elle dit quoi? Elle dit vérifie que si l'index de là où tu veux insérer, il est plus petit que l'index que tu veux faire, ça ne marche pas, tu ne peux pas insérer. Si l'index est plus petit que 0, quand les tableaux commencent à 0, tu ne peux pas non plus, c'est un peu con. Et pareil, si l'index 1 est plus grand que la longueur de la chaîne, si tu veux insérer en dehors, ça ne marche pas non plus. Donc voilà ce que ça fait. Okay, ça ne produit pas un logiciel particulier, c'est une fonction utilitaire. Il se bagarre là-dessus. L'avocat, qu'est-ce qu'a fait William Magic? Il a dit, mais attendez, on parle de ça là? Alors c'en est une parmi d'autres, hein. D'accord? Enfin, ça là, elle est vraiment rigolo. Et il dit, oui, mais moi je ne suis pas programmeur, je suis juge. J'ai des enfants, et on fait 3 cours de programmation. Les enfants, ils sont capables d'écrire ça. Alors moi-même, juge, je suis capable d'écrire ça. J'en ai fait un peu avec. Le juge, je le prends dans mon cours d'informatique, c'est une catastrophe, on est d'accord, hein, d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est un programmeur de génie du tout, hein, d'accord. C'est un bon père de famille qui a décidé de regarder avec ses enfants une façon intellectuelle de faire autre chose, et qui du coup est tombé là-dessus, s'est amusé avec des tableaux, c'est un truc intellectuel rigolo. Et donc il dit, mais attendez, mes enfants sont capables d'écrire ça, ça ne peut pas être votre propriété intellectuelle, c'est ridicule, d'accord, il faut trouver moi autre chose, d'accord. Et les avocats étaient bien interloqués, parce que jamais ils avaient vu le truc, ils avaient fait confiance à des experts, qui leur avaient dit que ça c'était la propriété. Et du coup, il a jugé que la plainte était parcellaire. Parce que ça, c'était tellement trivial que ces gamins pouvaient le prendre. Depuis le procès avec un rebondissement, je suis d'ailleurs même pas sûr que ce soit lui qui soit plus en charge du dossier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce gars-là, lorsqu'il a ouvert le capot 30 secondes, il a pu comprendre ce qui se passait. Et donc, si votre PO, votre billet, ou les gens avec qui vous travaillez, ils ouvrent le capot 30 secondes, comme il y a un mazur, pas plus. Il y a peut-être des décisions qui peuvent se faire entre vous, pour la façon dont vous vous informez, ça peut un peu mieux marcher. Et comment vous pouvez leur dire d'aller apprendre à programmer? Ne leur donnez pas les cours vous-même, d'accord? Il y a un truc qui s'appelle Code Academy, par exemple, il y en a plein d'autres, des trucs comme ça, qui permettent d'apprendre des rudiments de programmation, mais qui permettent déjà de mettre un peu le cerveau dans ce que c'est. Et plutôt que ce soit juste les 0 et des 1 qui magiquement circulent entre la tête et l'ordinateur, on se retrouve avec ça. On va accélérer un peu. Ça, c'est votre pire cauchemar. C'est l'App Store de Apple. On va plus mettre sur leur voie. C'est votre pire cauchemar. Pourquoi? Parce que le développeur, quand il arrive le matin, il pense à ça. Alors, je ne pense pas à votre entreprise dans laquelle l'ordinateur ne marche pas, les chefs sont pourris et il fait du PLSQL. Il pense à ça. Il se dit, avec ça, j'écris du code, je suis millionnaire. C'est comme ça que ça se passe dans sa vie. Et comment ça marche? Il se dit, bah voilà, je vais monter ma boîte. Je ne vous dis pas qu'il va le faire, d'accord? Une grosse subtilité dans ce que je vais vous dire. Faites attention, je vous dis, c'est ce qu'il a dans la tête. D'accord? Donc, dans la tête, quand il arrive dans le matin, quand ça marche, il sort du métro, par exemple, c'est ça qu'il pense. Et il se dit, je vais créer ma boîte. Et dans ma boîte, je vais prendre tous les gens qui sont aujourd'hui dans les postes que j'ai actuellement dans ma boîte actuelle et je vais dire de quoi j'ai besoin. Et de quoi j'ai besoin? Déjà, le chef, c'est moi. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de big boss, c'est moi. Est-ce que j'ai besoin d'un commercial? Déjà, si vous êtes travailleur sur les petites services, tout ça, c'est pas forcément vos plus grands copains. Et deux, en plus, aujourd'hui, vous avez un App Store, etc. Et donc, du coup, le commerce est fait en partie pour vous. Donc, pas besoin. Chef de projet, on l'a vu, hein, pour être programmeur, machin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On réfléchit un peu, on se dit, le marketing, c'est chouette. Donc, j'écris 2 blog posts. Et puis, en plus, dans l'App Store, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous décrivez votre application, on peut mettre une vidéo, des images et tout ça. Il y a même des traducteurs automatiques qui traduisent super mal dans plein de langues, donc ça peut le faire pour vous tout seul, pas de marketing. Un analyste, c'est le boulot, hein, analyste, programmeur. Il y a un mec qui analyse, l'autre qui fait du programme. Aucun sens.
L'architecte, on l'a vu tout à l'heure, d'accord, vous êtes dans ce type de structure, dans ce type de projet, c'est vrai que ce soit des architectures. Voilà, je vais faire différentes cultures depuis. Et puis je suis programmeur, la frontière programmeur-architecte est plutôt floue. Ensuite, Ops, c'est ceux qui mettent en prod. Ceux qui mettent en prod, quand vous êtes sur l'App Store, vous appuyez sur un bouton, ça part tout seul. Il y a même chez Apple des gens qui testent l'application pour vous, en quelque sorte. D'accord. Donc les Ops et les testeurs, je les en laisse. Et puis alors, il y a les problèmes du graphiste, d'accord. Mais bon, voilà. C'est un rêve, d'accord, il marche sur son métro pour arriver chez lui, et ce qu'il fait, il se dit c'est bon, je peux me débrouiller. Et donc du coup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un biais important, c'est-à-dire que ce truc-là, l'App Store, permet de dire à un mec, tu as la compétence nécessaire, unique, en tout cas c'est ce que pour créer ta propre boîte et faire de l'argent. J'ai pas besoin du reste. C'est un nuancé bien sûr, d'accord, mais il y a quand même de ça, et il y a plein de gens qui tentent ça. D'accord, en plus, moi. Donc vous avez deux choix, soit vous alignez votre entreprise, vos programmeurs sur la culture de l'entreprise, d'accord, en disant chez moi c'est comme ça, mon petit gars tu vas être affilié, d'accord, et donc là vous vous projetez comme HP, comme Skype, comme les concurrents, ces gens-là, et peut-être que c'est ça qui risque de vous arriver dans les années à venir, ou alors vous embrassez leur culture. Et quand je dis embrasser leur culture, transformez pas tout le monde en geek, d'accord, déjà d'une part, geek et programmeur c'est différent. D'autre part, tout le monde ne doit pas programmer, on a besoin fondamentalement d'autres types de personnes. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en comprenant un peu comment ils raisonnent, peut-être que vous pouvez adapter un peu la façon dont votre entreprise fonctionne, et peut-être qu'en regardant ce qui se passe aux États-Unis dans ces grandes entreprises, vous dire peut-être que vous pouvez du coup bénéficier de ce qui se passe. Mais quand on parle de programmeurs, il y a deux types de programmeurs. Je vais finir quasiment là-dessus. On parle beaucoup de T-shaped programmers, donc de T-shaped personnes, donc c'est des gens en forme de T. L'axe qui est là, c'est un talent. En l'occurrence, c'est celui de programmer. Et après, il y a l'autre, qui est assez subtil, qui est non pas d'acquérir d'autres talents, sinon ce serait des choix de React, dans le trait, mais c'est d'être capable, de manière forte, importante, de parler de ces talents à d'autres domaines d'expertise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable, comme là je suis en train de le faire, de vous raconter de nouvelles histoires. Ça peut être pas mal de discuter avec d'autres corps de métier, mais pas de manière, je suis derrière mon ordi, je m'en fous, de toute façon vous êtes des nattes, il y a moi qui comprends mon code, d'accord, ça n'a aucun sens, d'accord, c'est pas ça. Mais c'est d'être capable de faire. Alors vous avez plein de types, moi on n'a pas le temps d'en passer, mais vous imaginez, celui qui est super bon, mais qui est incapable de discuter. Il y a ceux qui discutent beaucoup, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit. D'accord. Qui conclure là-dessus. Ça, c'est aujourd'hui, c'est une équipe projet classique. Cuisinier automaticien. Moi j'ai rigolé, j'ai mis des automaticiens. Qui sait ce que c'est des automaticiens? C'est le mec qui prépare des données pour des testeurs. Voilà, je pense qu'on y coupe le métier. Aujourd'hui, sur cette machine-là, j'ai, je crois, 16 Go de RAM. Je crois 500 Go de disque. C'est 1 milliard de fois plus puissant que les ordinateurs qui ont emmené les gens sur la Lune. C'est une machine qui est capable de faire énormément de choses. D'accord, studio d'enregistrement, programmation, trucs vidéo, faire des talks, tout un tas de trucs. Et ces machines-là, on mergeait tout un tas de différents autres types de machines que vous pouvez avoir. Ce type de machine-là, aujourd'hui, vous les mettez en les mains de programmeurs pour faire des choses extraordinaires. Et de la même manière, Scrum nous a appris qu'au niveau des équipes, il y avait une certaine voilà, nous a appris à rapprocher ces gens-là. On a fait discuter ces mecs-là, plutôt qu'ils s'envoient des docs à travers le mur, comme c'est tout un certain nombre de trucs. Ils discutent, ils parlent. Il y a un autre mouvement qui s'appelle DevOps, qui a fait en sorte qu'on faisait discuter tous ces mecs-là avec celui qui fait. On commence à apprendre dans ce mouvement-là à faire discuter des gars qui sont encore pires que les programmeurs, de manière encore pire que les programmeurs. Dans 5 cases, c'est un ours, quoi. Ce qui n'est pas vrai. Hein. On a appris aussi à. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous comprenez la culture et que vous avez vu les différents éléments que je vous ai donnés, qu'est-ce qui reste au milieu? D'accord? C'est le talent unique que ces gens ont qui fait qu'on peut faire du logiciel le jour. Et attention, quand je dis ça, pensez au T-shaped programmeur, d'accord? C'est pas le gars tout seul dans 5 ans. Et c'est pas non plus pour ça qu'il faut virer tous les autres, on a absolument besoin des autres. Ce que je veux juste dire, c'est que de la même manière qu'entre automaticiens et tests, de la même manière qu'entre analystes et programmeurs, ces frontières-là, elles deviennent floues. De la même manière que ma machine aujourd'hui, elle fait comme ça. On a des gens qui sont capables de faire ça. En tout cas, ils y croient très fort. Donc, pour rappeler ce que je vous ai dit, software is eating the world. Et au passage,
passage, dans Software is Eating the World, Mark Andreessen, à la fin de l'article, dit les États-Unis ne sont pas prêts d'un point de vue d'éducation pour la révolution qui est en train de se passer. Les gens ne sont pas assez formés, globalement, pour ça. Et si vous connaissez Neil Ford c'est un architecte chez CloudSource, qui est une très très grosse société, il reprend cette phrase et il dit le software is eating the world, et c'est les geeks qui écrivent du code qui sont en train de préparer le repas. Donc à vous d'éditer pour votre entreprise comment vous voulez aborder votre relation avec les programmeurs. Je vous donne des pistes.